Avril. Le printemps réveille lentement la nature et lance du même coup notre série de voyages au cœur de l'Europe sauvage. Nous explorerons un territoire grand comme presque un cinquième de l'Europe, le réseau d'espaces protégés appelé Natura 2000. Au départ, une observation. Jamais dans l'histoire et nulle part dans le monde, aucun continent n'a été autant transformé de la main de l'homme que l'Europe. Si bien qu'il ne reste aujourd'hui plus qu'1% de la surface du territoire qui soit encore complètement sauvage. L'homme a tout intérêt à étendre ces espaces vierges et nous devons nous poser la question, l'Europe sauvage, est-on capable d'imaginer combien de secrets elle a encore à nous révéler ? « 5 heures du matin. Notre carnet de voyage commence avec un pari. Nous allons tenter dans les jours à venir d'observer le réveil du plus grand carnivore d'Europe qui vit dans la forêt autour de nous. L'ours brun scandinave. Nous sommes en Suède, dans une zone où l'homme n'a quasiment laissé aucune empreinte. Le parc de Fullufjellet fait partie de Natura 2000. Une énorme forêt surmontée d'un haut plateau humide, encore gelé à cette époque. Pendant quelques kilomètres, l'usage des motoneiges est toléré. Mais très vite, nous atteignons la limite de la zone silencieuse du parc. Nous sommes juste ici, à cet endroit. Juste là? Oui, ici, au coude de la rivière. La zone silencieuse du parc national de Fullufjellet se trouve dans cette direction. Ce parc est classé zone sauvage protégée. Pour avoir ce statut, il faut 10 000 hectares de zone silencieuse. Silencieuse, qu'est-ce que vous voulez dire? Pas de moteur? Pas de moteur, pas de chasse, pas de route, rien. Le silence complet. Pour les ours, c'est beaucoup mieux s'il n'y a aucun véhicule à moteur. C'est l'endroit idéal pour hiberner. Les 35 000 hectares du parc de Fullufjellet sont ouverts. Pas de clôture pour ne pas perturber les écosystèmes, les animaux qui y vivent et qui y passent. Tous ces systèmes convergent vers le parc mais en dépassent largement les limites. Malgré ces paysages encore figés par la neige, cet endroit sauvage connaît des mouvements perpétuels. Ce jeune loup que nous observons depuis plusieurs minutes maintenant fait fuir devant lui les élans. Avec sa capacité de parcourir de nombreux kilomètres sans s'arrêter, il est l'un des moteurs du grand brassage. Et puis, enfin, les ours. Sur les flancs de la montagne en journée, ils redescendent dans la forêt pour la nuit. Enfin, nous avons trouvé ces empreintes. Un ours est passé ici il y a 2 ou 3 jours. C'est un jeune ours de 4 ou 5 ans environ. À présent, si nous sommes ici pour observer l'ours et les autres animaux, on sent que la nature, elle aussi, nous observe. L'ours est un animal très timide. S'il sent ou entend des hommes, il s'en va. J'ai sûrement été tout près d'un ours à plusieurs reprises, mais sans le savoir. Il ne faut jamais oublier que nous nous invitons sur leur territoire. L'ours était là avant nous. La journée se termine sur une bonne nouvelle. Nous avons localisé les ours, il faudra à présent tenter de s'en approcher. Quelques jours plus tard, au nord du parc. Ce drôle d'équipage se rend au lac gelé sur le plateau à 1000 mètres d'altitude. Même si nous sommes dans une zone sauvage protégée, un certain tourisme durable est autorisé. Des cabanes montrent qu'il y a même moyen de loger ici. Les croix rouges indiquent l'unique tracé qui peut être suivi.
Avec l'arrivée imminente de l'été, la piste sera bientôt fermée pour plusieurs mois. Nous arrivons. Spectacle étonnant, nous sommes au cœur d'une zone sauvage protégée et la pêche est pourtant bel et bien autorisée. Il est interdit de pêcher les poissons qui mesurent entre 8 et 35 cm. Les plus petits ou les plus gros, c'est autorisé. Il faut demander un permis de pêche, comme celui-ci. Il faut l'avoir avec soi quand on part pêcher. Les pêcheurs nous confient qu'avec leur petite canne à pêche et à travers la grosse couche de glace, ils retirent plus de plaisir ici que de poissons. L'argent des autorisations de pêche finance le monitoring des lacs. Mais ce n'est pas l'unique activité scientifique du parc. Pour nous en faire la démonstration, le directeur et scientifique de Fouloufiellette nous emmène exceptionnellement hors piste. Juste le temps pour lui de prendre des nouvelles des faucons qui règnent en maître sur le gouffre de la cascade gelée. Puis, c'est un voyage dans le temps. Le voilà, l'épicéa. J'ai son emplacement sur mon GPS. Nous avons rendez-vous avec un véritable trésor scientifique. C'est la célébrité du parc. C'est sans doute le plus vieil arbre du monde. Ce petit arbre fait l'objet d'études scientifiques les plus poussées. Elles ont révélé qu'il a pris racine ici plus de 7500 ans avant Jésus-Christ. C'est probablement l'arbre vivant le plus vieux du monde. Des analyses ont été faites sur les racines de l'arbre. Ces parties souterraines ont été analysées par la méthode de datation au carbone 14. L'arbre, au-dessus du sol, la partie que vous voyez devant vous, n'a certainement pas 9000 ans. Elle a peut-être 30 ou 50 ans. Ça dépend à quel niveau on la mesure. Cet épicéa a la faculté de renaître de ses cendres. Si les conditions climatiques ou même un feu de forêt l'anéantissaient, il serait capable de repousser depuis sa base. Preuve s'il en est que la végétation sauvage n'a pas besoin d'intervention humaine. « 29 avril. Dans la forêt silencieuse de Fouloufiellette, une espèce d'inquiétude plane. Ce sanglier et toute sa horde sont agités. Ils sentent une présence. La raison de cette inquiétude des sangliers contraste bien avec l'attitude de ceux qui la provoquent. Ce sont les ours mâles. Nous assistons à leur éveil et au grand nettoyage de printemps. Les mâles sortent de leur hibernation avant les femelles. Tout simplement parce que pour passer l'hiver, les mâles se contentent d'accumuler quelques branches et un peu de terre en guise de tanière. Pas les femelles. Elles sentent peut-être instinctivement qu'elles mettront bas pendant leur hibernation en janvier et qu'ensuite il faudra loger à plusieurs, le temps que les petits s'acclimatent au monde extérieur. En attendant, les mâles entament leur régime d'été. Jusqu'à 100 kg de baies rouges par jour, un peu d'exercice et de chasse. Il faut un territoire de 150 km² pour un ours mâle adulte et de 80 pour une femelle. Autrement dit, le sanctuaire sauvage qu'est Fouloufiellette n'est qu'une partie du territoire nécessaire aux ours. La partie la plus sûre, mais une partie seulement. Sans des zones de protection de la vie sauvage comme celle-ci, on voit mal où le premier habitant de ces forêts pourrait trouver la place qui lui revient. Surtout quand on aperçoit au loin la présence de l'homme marquer l'horizon. Le printemps avance et nous partons pour une nouvelle expédition. Elle se focalisera sur le retour à l'état sauvage d'une zone naturelle. Comment faire machine arrière quand l'homme est lourdement intervenu dans une zone sauvage?
Cette expédition se déroulera dans le décor spectaculaire des reliefs à pic des Carpates, en Transylvanie. Nous sommes en Roumanie, dans le parc national de Retezat. 40 000 hectares de haute montagne, aux pentes boisées et parcourues de nombreuses rivières. Les Carpates sont une terre de légendes et de contes. Retezat n'y échappe pas. On raconte qu'un dragon qui convoitait une jeune fille de la région se serait battu en duel avec son fiancé. Lors du combat, le dragon aurait sorti son épée et d'un coup, il aurait tranché le sommet des montagnes. Retezat signifie « coupé ». Depuis lors, tous les lacs permanents d'altitude portent un nom de femme et les lacs provisoires un nom d'homme. Jusqu'il y a peu, ce sont ces légendes et l'inaccessibilité de Retezat qui avaient gardé en l'état la vie sauvage ici, mais aujourd'hui, cela ne suffit plus. Nous entamons notre progression. Pour nos guides, Aline et Cosmine, le défi consistera à tenter de nous montrer les aigles royaux. Alors que nous nous apprêtons à pénétrer dans la zone sauvage, notre guide nous demande de marquer une pause, à Gura Apei. C'est le plus grand barrage de ce type en Roumanie. Il n'est fait que de roches et d'argile. C'est même l'un des plus grands au monde. Du monde ? C'est la dernière grande trace de civilisation avant le monde sauvage. Le barrage collecte aussi de l'eau de différentes rivières, pas seulement celles qui coulent vers le barrage. Il y a en effet également des forages à travers les montagnes qui ramènent l'eau des autres cours d'eau. Prendre cette eau, c'est malheureusement aussi perdre la biodiversité de ces endroits. Et puis si vous regardez autour de vous, vous pouvez voir la déforestation liée à la construction de ce barrage. De l'extérieur, Retezat a effectivement des airs de forteresse imprenables. Nous plongeons dans le parc vertigineux jusque Poiana Peleghi. La suite se fera à pied. Avant d'être classée parc national et zone Natura 2000, la forêt de Retezat était exploitée pour son bois et la rivière Bucura servait à acheminer les troncs vers la vallée. Avec nos spécialistes en biodiversité, notre expédition remontera la rivière jusqu'au lac Bucura lui-même, une sorte de retour aux sources. À quelle altitude sommes-nous? Environ 1700 mètres. Et le lac Bucura? Aux alentours de 2040 mètres. 1850 mètres. La pente se raidit et la sortie de la forêt est proche. Décidément, Bucura se fait désirer. Merci. Alors, comment la trouvez-vous? Elle est pure, naturelle. Elle est bonne. Vous en voulez? « 2000 mètres. Le lac n'est plus très loin. Le meilleur signe en est cette grenouille. Voici Rana Tempura. Ceci, c'est un bébé et à côté, un adulte mâle. Elles vivent ici, dans cette zone montagneuse, surtout dans les parties humides. C'est une espèce menacée. L'un de ses prédateurs est la truite, qui était introduite dans le lac. Elle mange les têtards et les œufs. À l'avenir, les truites artificiellement introduites seront pêchées afin de rendre à la grenouille les eaux du lac. Nous y voilà enfin, le lac Bucura. Excellent. Nous arrivons au refuge de haute montagne de Bucura qui surplombe les eaux limpides du lac glaciaire.
Le soir tombe sur le refuge et sur le lac. Demain, si le temps le permet, l'ascension reprendra jusqu'à 2500 mètres, le domaine des Aigles. Bonne nouvelle, la météo se montre clémente. Dès le briefing et le point carte du matin, on peut envisager de monter plus haut que prévu. Nous sommes ici et nous allons aller plein ouest. La seule limite est marquée par un rocher au garde-à-vous appelé le Gardien. C'est lui qui veille sur la prochaine vallée du parc, interdite d'accès, sauf pour les scientifiques. Au moment de quitter le lac de Boukoura, nous laissons derrière nous la zone d'intervention active pour pénétrer dans une partie du parc où une toute autre stratégie de préservation de la vie sauvage est scrupuleusement suivie, la stratégie de non-intervention. « 2200 mètres. Ouais. Vous voyez quelque chose? Là-bas. Vous voyez? C'est un vieux chamois. Oh, je le vois. C'est quoi? Un mâle? C'est un mâle, oui. Il bouge. Ah, il s'en va. Si nous avons décidé de mener une expédition jusqu'aux aigles royaux, c'est parce que ces prédateurs planent assez haut aussi dans la chaîne alimentaire. Par conséquent, ces rapaces sont le signe d'une chaîne complète. Ici ne vivent pas moins de 7 des plus grandes espèces de rapaces d'Europe. Mais l'orage vient mettre fin à notre rencontre privilégiée. Nous laissons derrière nous Retezat, qui n'a pas été avare en démonstration d'une biodiversité sauvage largement préservée activement et passivement. Nous explorons cette fois le toit vert de l'Europe. C'est le surnom que l'on donne à cette forêt primaire. La nature ne connaissant pas de frontières, cette forêt s'étend sur 2 pays. Nous sommes dans le parc national de Šumava pour le côté tchèque et le Bayerischer Wald en Bavière pour le côté allemand. Depuis que l'homme a cessé d'exploiter les 120 000 hectares de cette forêt, la zone est retournée d'elle-même à l'état sauvage. Le plus grand félin d'Europe y aurait même à nouveau élu domicile. C'est ce que nous allons tenter d'observer. En chemin, nous tenterons de répondre à des questions bien précises. Est-il possible d'harmoniser les stratégies de préservation d'un même milieu sauvage de chaque côté d'une frontière? Et puis, comment une zone sauvage comme celle-ci nous protège littéralement, nous, les hommes. Ce son étrange est celui d'un oiseau étrange. Le capercaillie, également appelé le grand tétras, ici à la parade devant quelques arbres morts, et ce ne sont pas les seuls. La forêt de Šumava semble avoir été la victime d'un tueur d'arbres en série. Cet arbre a été tué par les scolytes. Regardez, on en voit un. Ils sont minuscules, mais ils les tuent sans problème. Chaque femelle, après l'accouplement, fabrique cette longue galerie dans laquelle elle dépose ses œufs.
Les larves grossissent et dévorent les tissus sous l'écorce. Ces tissus servent au transport de l'eau. Quand les lignes qui transportent l'eau sont interrompues, le pauvre arbre meurt parce qu'il ne reçoit plus d'eau. En 1983, une tempête qui a duré à peine 5 minutes a arraché 170 hectares de forêt dans cette zone. C'était, je pense, une première en Europe centrale de ne pas retirer les arbres tombés, mais de les laisser dans la nature. Cet écosystème malade est vivant. Il n'est pas mort. Nous avons donc décidé d'installer des passerelles en bois pour étudier comment la nature se reconstruit. Côté allemand, la philosophie consiste à ne pas interférer du tout avec la nature. C'est une opportunité pour permettre aux visiteurs d'observer la renaissance de la forêt de près, sans y poser réellement le pied. Le genre de tempête qui a frappé ici ne connaît pas de frontières. Côté tchèque, elle a frappé aussi. Une fois les arbres et leur système de défense antiparasite affaiblis, le tueur d'arbres n'avait plus qu'à passer à table. Tout comme en Allemagne, la philosophie de non-intervention est appliquée ici et la forêt en partie ravagée de Šumava est sous monitoring. On mesure à quelle vitesse et avec quelle qualité elle repousse. Ce travail de fourmi devra durer des dizaines d'années. Le premier constat est que la forêt repousse mieux et plus vite si l'homme ne s'en mêle pas. Sans replanter, sans tronçonner et évacuer les arbres morts, Šumava reprend racine. Cette jeune loutre vit le long des berges de la rivière Vltava, l'une des plus riches de Tchéquie en biodiversité. Son espèce est en danger en Europe à cause de sa dépendance par rapport à la qualité des eaux des rivières, à cause aussi de sa rivalité avec l'homme pêcheur. Ici, elle ne craint rien. Dans notre expédition vers les lynx de Šumava, nous nous permettons une incursion dans son territoire. L'une des fonctions principales de cette vallée et de cette rivière est l'autorégulation des inondations par la nature. Cette grande zone peut absorber énormément d'eau après de grosses averses ou après la fonte des neiges. Je dirais que la nature s'est adaptée. Elle stocke l'eau pour les mois de sécheresse. C'est un des derniers endroits où l'on voit ce système fonctionner. C'est un bon exemple de ce qui pourrait fonctionner si l'on travaillait avec la renaturation des cours d'eau, à moindre coût et en sécurisant les lieux pour l'homme. Notre guide Zdenka tient à nous faire la démonstration des multiples services rendus par l'espace sauvage que nous traversons. Non seulement la région de Šumava absorbe le carbone qui est dans l'air, mais en plus elle offre une protection inestimable contre les inondations. Nous ne sommes qu'à quelques mètres des berges et nous sommes sur un biotope particulier, une tourbière. C'est très humide comme vous le voyez. Les cellules de ces mousses ont une capacité incroyable d'absorption. Par leur longueur, elles peuvent transporter l'eau du sous-sol. Il y a à la fois l'action de la tourbière, c'est-à-dire une concentration de cellules qui gardent l'eau, et la connexion avec la rivière. Cela forme un gigantesque barrage. Vous voyez qu'il y a une grande quantité de mousse, et chaque cellule regorge d'eau. Si j'en prends plusieurs dans la main et que je les presse, vous voyez, c'est pour ça qu'elles peuvent stocker l'eau sur une longue période. 30 fois son poids en eau. Chacune des cellules de cette mousse peut accumuler 30 fois son poids en eau. Cet espace sauvage joue le rôle de zone tampon pour les villes en aval aussi prestigieuses que la ville de Prague elle-même. Nous reprenons notre périple. Malgré nos allées et venues à travers le double parc, les lynx sont toujours invisibles.
C'est pourquoi nous nous rendons à Pecna, pour nous allier à 2 experts et tenter enfin de localiser les félins. Nous suivons un lynx grâce à la télémétrie. Nous cherchons le signal le plus fort. Il n'est pas là. Oui, il est certainement là. Observer le plus grand félin d'Europe dans son milieu naturel demande des jours et des jours d'approche. Grâce à des colliers spéciaux, Lisa et ses collaborateurs reçoivent non seulement la position instantanée des lynx, mais aussi leur activité sous forme de messages de type SMS. Des messages qui disent « je bouge »,« je dors » ou malheureusement aussi parfois « je suis mort ». À chaque fois que 7 positions différentes sont enregistrées par le collier, nous recevons un SMS. Le lynx envoie un SMS. Le collier envoie un SMS. Ce qui nous permet d'enregistrer immédiatement ces informations dans l'ordinateur et de les reporter sur la carte. Ensuite, nous n'avons plus qu'à transférer les positions dans un GPS portable et nous rendre sur place pour vérifier s'il n'y a pas une proie ou quelque chose. Car si le lynx est quasiment invisible sur son territoire gigantesque, une fois qu'il a tué une proie, il y revient pour la consommer jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Cette habitude de ne pas gaspiller permet aux scientifiques d'installer des pièges photographiques afin de réaliser des comptages exhaustifs, même des animaux sans collier. La rencontre avec les lynx marque la fin de nos expéditions. Instinctivement, nous ressentons le poids de notre responsabilité. Chaque animal qui s'est laissé observer nous interpelle. Nos étendues sauvages ont bel et bien besoin de protection et il suffit d'un voyage au cœur de nos racines pour découvrir combien la vie sauvage a encore à nous apprendre.